Je voudrais ensuite remercier l'Espace Éthique et l'équipe de Beckler et Nelly de leur invitation à participer à cette journée. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont bien fait parce qu'ils m'ont donné un titre que je n'ai pas choisi et que je vous ai indiqué là. Et quand j'ai réfléchi à ce que je devais vous dire, ce titre m'a posé problème. C'est une question. Une médecine de la stérilité, de l'infertilité, qui doit-on refuser? Alors dans ce titre, il y a plein de choses. D'abord, on remarque qu'on parle de médecine de la stérilité et de l'infertilité, et pas d'assistance médicale à la procréation, comme René Friedman vient de traiter. Et si on réfléchit à la médecine de la stérilité et de l'infertilité, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que l'assistance médicale à la procréation, puisque ça comprend aussi tout le diagnostic de l'infertilité, de la stérilité, et tous les traitements, et heureusement il y en a, qui ne passent pas par l'assistance médicale à la procréation. En fait, l'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire l'intervention du médecin dans le processus de procréation, avec cette dissociation entre procréation et sexualité, c'est en fait le signe d'un échec. C'est l'échec de notre incapacité médicale à soigner l'infertilité et à permettre aux couples de procréer naturellement où ils veulent, dans un lit, dans la paille, n'importe où, et pas à l'hôpital, hein, et pas en dissociant sexualité et procréation. Et c'est vrai que, bon, je trouve que ce qui est frappant, c'est qu'il y a une certaine dérive qui se produit depuis quelques dizaines d'années, une dérive de médicalisation de la procréation humaine, qui quelquefois, je pense, est excessive. Et je ne suis pas sûr que l'on fasse toujours tous les efforts nécessaires pour qu'on puisse restaurer une procréation naturelle qui fonctionne mal et éviter le recours à la médecine. Bon, je ne vais pas traiter l'ensemble de la médecine de la stérilité et de l'infertilité. Ensuite, on a mis médecine de la stérilité de l'infertilité. Donc on a distingué stérilité et infertilité. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Donc j'ai essayé de deviner ce que les personnes qui m'ont donné ce titre avaient dans la tête en faisant cette distinction. Et bon, je pense que bon, ils pensaient à ce qu'on sait, c'est que on appelle stérilité une situation où il y a une incapacité absolue à procréer naturellement. Quand il n'y a aucun spermatozoïde dans le sperme d'un homme, quand les trompes sont complètement bouchées, obturées, il y a stérilité, il y a incapacité totale de procréation naturelle. Il n'y a aucun espoir de procréation naturelle. Cela représente une minorité des couples que nous voyons et qui sont en mal d'enfants. Dans la plupart des cas, il y a une infertilité, une hypofertilité plus ou moins importante, avec une probabilité de procréation plus ou moins grande. Il ne faut pas oublier que notre référence est la procréation naturelle des couples en bonne santé, qui n'ont pas de problème d'infertilité, et que dans ce cas-là, les chances de grossesse lors d'un cycle donné, c'est de l'ordre de 20 à 25%. L'espèce humaine n'est pas très, très bonne en termes de procréation naturelle. Mais 20 à 25%, c'est une moyenne. Il y a des couples pour lesquels cette probabilité sera plus élevée et beaucoup d'autres pour lesquels cette probabilité sera plus faible. Et on a tous les degrés entre 25 et 0%. Et vous imaginez bien qu'il y a un lien entre cette probabilité et le temps que les personnes peuvent mettre à procréer naturellement. Si la probabilité est de 25%, il faut en moyenne 3 à 4 mois en moyenne pour procréer. Si elle est inférieure à 5%, il faudra beaucoup plus de temps et quelquefois des années et des années avant de procréer naturellement et quelquefois même jamais.
Donc la question se posera de savoir à partir de quand il faut intervenir médicalement, à partir de quand il faut proposer des techniques pour aider à la procréation. Alors, une autre manière de discuter cette distinction de termes, stérilité, infertilité, je me suis dit, bon, si on fait la distinction, c'est parce qu'en fait, il y a deux grandes catégories d'assistance médicale à la procréation et qui, à mon avis, sont trop souvent confondues dans les débats éthiques, alors que par leurs enjeux, par leurs conséquences, par le type de questionnement éthique qu'elles suscitent, elles sont complètement différentes. Selon qu'on est dans une démarche intraconjugale, c'est-à-dire où l'enfant qu'on va essayer d'aider à créer, on cherche à l'obtenir à partir des gamètes de l'homme et de la femme qui souhaitent avoir cet enfant qui seront les futurs parents, ou que l'on fait intervenir un tiers donneur parce que l'un des gamètes, masculin ou féminin, est soit absent, soit déficient, et qu'il n'y a pas de chance de procréation intraconjugale. Donc on a deux grandes catégories d'AMP, AMP intraconjugal, AMP avec tiers donneur. Et c'est vrai que les questions qui se posent donc, ne sont pas les mêmes. Maintenant, si les personnes qui m'ont invité m'ont donné ce titre, je pense qu'ils souhaitent qu'on reste que dans le champ médical et qu'on ne parle pas des autres possibilités d'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation hors champ médical et qui sont très répandues dans beaucoup de pays. En effet, une femme seule qui souhaite avoir un enfant par assistance médicale à la procréation, un couple homosexuel qui souhaite avoir un enfant par assistance médicale à la procréation, ne peut pas être considéré comme stérile ou infertile. Il n'y a pas de pathologie des fonctions génitales chez les femmes seules et chez les femmes homosexuelles, du moins dans la majorité des cas. Et donc, dans ce cas-là, l'indication de l'AMP n'est pas une indication médicale, mais une indication d'un autre ordre. Mais je pense qu'on n'est pas souhaité qu'on aborde ces questions-là, donc on ne va pas les aborder aujourd'hui. Mais bien entendu, dans la révision des lois de bioéthique telles que René Friedman l'a évoqué, ces questions sont aussi à l'ordre du jour. Ensuite, la question qui m'est posée, c'est qui doit-on refuser? Alors ça, c'est un piège. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire refuser? Qu'est-ce que ça veut dire un refus? Refus de quoi? Refus d'accès aux techniques médicales. Quelle signification on met? Et en plus, quand on parle de refus, c'est refus de l'acte médical ou refus de la personne qui fait une demande pour accéder à cet acte. Et puis, si on réfléchit bien, dans ce domaine, il n'y a pas qu'un problème de refus. Il y a quelquefois, et moi je l'ai constaté malheureusement beaucoup trop souvent, une forme de refus qui est l'ignorance. L'ignorance des personnes qui consultent et qui souhaitent avoir recours à une aide médicale pour procréer. Le plus spectaculaire en la matière, et je crois que c'est encore le cas trop souvent, c'est l'ignorance que pour avoir un enfant, il faut une femme et un homme. Ça a l'air banal, mais on est dans une situation en médecine de la stérilité où il arrive très fréquemment que les hommes soient complètement ignorés. On est dans cette situation extraordinaire, que je ne connais pas d'autres exemples en médecine, dans aucune autre discipline, où l'examen de base d'étude de l'infertilité masculine, qui est le spermogramme, peut être prescrit par personne interposée. L'homme qui va faire un spermogramme peut ne jamais avoir vu de médecin et ne pas avoir vu le médecin qui a fait l'ordonnance pour faire le spermogramme. Le schéma classique, c'est la femme qui consulte sa gynécologue ou son gynécologue, lequel gynécologue dit à cette femme, eh bien, il faut que votre mari fasse un spermogramme, il va faire une ordonnance qu'il va donner à la femme
pour que le mari ou le compagnon aille faire le spermogramme. Et à la limite, ce médecin ne verra pas cet homme. Ce médecin ne fera pas son travail de médecin. Toute prescription médicale, et ça aussi, je pense que c'est des règles de bonne pratique et peut-être aussi avec une certaine dimension éthique, toute prescription médicale se fait sur la base d'un certain nombre de règles qu'on a tous appris en médecine. L'interrogatoire, l'examen clinique. Un homme qui n'a pas, qui veut avoir des enfants peut avoir des antécédents, il peut avoir des histoires, il peut avoir eu des enfants ou des grossesses avec une autre femme que la femme avec laquelle il vit actuellement ne connaît pas forcément. Et donc si on ne parle pas à cet homme, si on ne connaît pas son histoire, il va nous manquer des informations capitales pour une prise en charge correcte du problème d'infertilité de ce couple. Et malheureusement, aujourd'hui encore, on voit beaucoup trop d'hommes qui sont ignorés par les médecins ou par les équipes médicales qui entreprennent ce type d'activité. Et ça explique que quelquefois, heureusement de manière exceptionnelle, je me souviens à Cochin il y a quelques années, à cette situation très dramatique à laquelle on a été confronté, où lors d'une fécondation in vitro, alors que les ovocytes avaient été prélevés, comme vous l'a expliqué René Friedman, on me téléphone en me disant « il y a un problème, l'homme refuse de prélever le sperme pour faire la fécondation in vitro ». Et donc, après discussion avec cet homme, il s'est avéré que cet homme a dit « mais moi, je ne veux pas d'enfant ». Et je lui ai dit « mais comment ça se fait que vous soyez là ?» et il me dit « mais personne ne m'a jamais demandé si je voulais un enfant. Je n'ai jamais rencontré de médecin. Aucun médecin ne m'a demandé ce que je pensais, etc. » Bon, alors je passe, c'est une situation tout à fait caricaturale et heureusement exceptionnelle, mais ça vous montre que là, il n'y avait pas refus, il y avait ignorance totale. C'est-à-dire que cet homme a été complètement escamoté de toute une prise en charge qui l'ignorait. Et je pense que, sans tomber dans des excès aussi graves que celui que je vous décris, cette ignorance des partenaires concernés par le projet peut quelquefois être une forme de refus. Continuons sur cette question. Décidément, cette question m'a beaucoup interrogé. Qui doit-on refuser ? On ne m'a pas demandé qui peut-on refuser. On ne m'a pas dit qui pourrait-on refuser. On m'a dit qui doit-on refuser. On aurait pu dire aussi quand doit-on refuser. Non, on a dit qui doit-on refuser. Donc, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des situations où on ne doit pas pratiquer l'assistance médicale à la procréation, où on ne doit pas prendre en charge les personnes qui se adressent à nous. Alors en fait, cette question qui, vous le voyez, peut se décliner de différentes manières. Elle revient à poser la question des limites. Nous avons à notre disposition un certain nombre de techniques. René Friedman vous les a un peu expliquées. Comme il vous l'a dit, elles se développent en permanence. Il y a toujours de nouvelles techniques. Est-ce que ces techniques peuvent être utilisées dans n'importe quel type de situation sans aucune limite? Mais cette question, pour moi, c'est aussi posée, on peut la poser d'une autre manière, qui n'est pas celle des limites, mais qui est celle de l'accès aux soins. En effet, on peut avoir des principes sociaux, éthiques, juridiques, législatifs sur un certain nombre de choses. Et puis la réalité, elle peut être tout autre. Et ça devient une forme, finalement, de refus social, à mon avis. Prenons la situation des États-Unis, grand pays, très actif dans ce domaine.
Aux États-Unis, il n'y a pas de loi fédérale. Et aux États-Unis, tout est possible. Il n'y a pas de refus par principe. En plus, il y a une tradition aux États-Unis qui est que l'État n'a pas à intervenir dans ce qui est la vie privée des personnes et que certaines décisions, dont notamment celle de faire un enfant, est du domaine de la vie privée des personnes. Donc, pas de refus. Mais aux États-Unis, vous ne pouvez accéder à ce type de pratique médicale que si vous avez le nombre de dollars suffisant pour pouvoir en bénéficier. Et de fait, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des études qui ont été faites, des études scientifiques, qui montrent que les Américains d'origine afro-américaine, les Afro-Américains, les Américains d'origine hispanique ont beaucoup moins recours que les autres à ce type de technique. Et en fait, s'ils ont moins recours que les autres à ce type de technique, c'est parce qu'ils ont des revenus inférieurs, que quand on regarde l'accès à ce type de soins en fonction des catégories sociales, on se rend compte que, bon, il y a des personnes qui sont très désavantagées par rapport à d'autres. Et donc là, c'est une forme de refus de l'accès à ces techniques. En France, on n'a pas le même problème puisque les caisses d'assurance maladie prennent en charge ce type de technique. Mais on peut se dire qu'il y a une autre sorte de refus qui existe en la matière. Je prendrai deux exemples. L'exemple du don d'ovule dont parlait René Friedman. Le don d'ovule est autorisé en France depuis 1994. Donc il y a une acceptation éthique, il y a une acceptation légale de ce mode de procréation. Or, aujourd'hui, en France, la majorité des couples et des femmes qui ont besoin d'un don d'ovule pour pouvoir procréer sont conduits à aller en Espagne, en Belgique, en Grèce, en Ukraine, en Tchécoslovaquie, pour pouvoir bénéficier d'un don d'ovule. Comment est-ce possible? René Friedman disait tout à l'heure, on manque de donneuses. C'est vrai. Mais mon analyse ne se limite pas à ça. On manque sans doute de donneuses, mais une des raisons pour lesquelles on manque de donneuses, ce n'est pas parce qu'on ne paye pas. Parce qu'aujourd'hui, le don est anonyme et nous avons des donneuses à Cochin, nous avons trop de donneuses. Mais on manque de donneuses parce qu'il n'y a aucune information, aucune sensibilisation qui est faite dans le public pour informer sur le don d'ovule et promouvoir le don d'ovule. Cette information, le législateur a décidé que les médecins, que les centres n'avaient pas le droit de la faire. Et on a créé l'Agence de la biomédecine pour le faire. L'Agence de la biomédecine, après beaucoup de demandes des professionnels, a fait une campagne en mai 2008. Et depuis, combien de campagnes avez-vous vues sur ce domaine, que ce soit le don d'ovule ou le don de sperme? L'Agence de la biomédecine, comme le disait René Friedman tout à l'heure, s'occupe du don d'organes, du don de moelle osseuse. À longueur d'année, si vous ouvrez la radio ou si vous lisez les journaux, vous voyez qu'il y a des campagnes pour promouvoir le don d'organes, des campagnes pour promouvoir le don de moelle osseuse. Combien voyez-vous de campagnes chaque année sur le don d'ovule et le don de sperme? Je pense que là, il y a un problème qui est un problème politique, qui est un problème social, qui est un problème de décision, de mise en œuvre, de choix éthiques qui ont été faits quand on a voté la loi. Et en matière de don d'ovule, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, à Cochin, on ne manque pas de donneuses. Mais le don d'ovule se passe mal. Pourquoi il se passe mal? Parce que si nous ne manquons pas de femmes volontaires pour donner des ovules, nous manquons de médecins pour les recevoir. Nous manquons de secrétaires, nous manquons de techniciens, nous manquons de psychologues. La France a décidé que seuls des centres autorisés pourraient faire cette activité, qu'ils étaient dans le service public. Il y a un peu plus d'une vingtaine de centres qui ont été autorisés. Aucun centre n'a reçu le moindre moyen pour pouvoir faire cette activité. Au point que certains de ces centres
n'ont pas développé cette activité ou ne la développent pas actuellement. Je ne sais pas si à Béclair vous en faites actuellement. Mais par exemple, Clamart qui est autorisé ne fait pas cette activité parce qu'ils font beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas un reproche, et pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Nous, à Cochin, on a décidé de l'entreprendre, mais pour le faire, on a utilisé les moyens qu'on avait par ailleurs. Hein, on a bricolé, on a essayé de faire des transferts de moyens parce qu'on pensait que cette activité devait démarrer. Si je dis ça, c'est parce que et c'est pareil pour tous les centres. Donc il y a un problème de mise en œuvre des choix éthiques qui sont faits et un problème de volonté politique de mise en œuvre. Et donc, pour moi, ça aussi, c'est un problème de refus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une volonté de réaliser les choses. Et donc, quand il n'y a pas cette volonté, c'est une forme de refus. Et ça conduit à des situations complètement aberrantes, comme toutes ces femmes, alors que la loi le permet, qui sont obligées d'aller dans d'autres pays, quelquefois dans des conditions médicales, éthiques, extrêmement problématiques, et quelquefois même, et ça pour moi c'est le comble du paradoxe, avec une prise en charge partielle de leurs frais à l'étranger par les caisses d'assurance maladie de France. Je préférais que les caisses d'assurance maladie financent les centres qui ont été autorisés en France, mais on en est à cette situation-là. Un autre problème, c'est le... Bon, on pourrait, pour d'autres activités, bon, par exemple, il y a un vrai problème aujourd'hui avec le diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire, on peut le discuter, mais il y a des couples pour lesquels c'est une impérative nécessité de recourir au diagnostic préimplantatoire. Je peux vous raconter le cas d'un couple que j'ai vu la semaine dernière en consultation et qui venait pour une demande d'insémination avec sperme de donneur. Et donc, quand je leur demande pourquoi ils font cette demande, ils me racontent leur histoire. Leur histoire est toute simple. Il y a 3 ans, ils ont eu un enfant naturellement, très facilement. Et puis, l'enfant est né. Et à la naissance, tout de suite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'alimentation de cet enfant. Et cet enfant a été transféré à Necker et on a trouvé qu'il y avait un déficit enzymatique majeur qui empêchait l'alimentation de cet enfant. Déficit enzymatique qui était lié à la mutation d'un gène et que la mutation était présente chez les 2 parents, ce qu'ils ne savaient pas. Et l'enfant est décédé 8 jours après. Il n'y avait pas de... Avec cette pathologie, c'est le décès pratiquement assuré de l'enfant. Ce couple, bon, vous imaginez, subit un moment un peu difficile. Il souhaite essayer à nouveau d'avoir un enfant. La femme redevient enceinte très rapidement. Il retourne à Necker et on leur propose un diagnostic anténatal, puisqu'on est capable de détecter la mutation du gène. Donc on fait une ponction de trophoblaste et manque de chance, puisqu'il y avait une chance sur 4 que ce soit le cas, le fœtus est porteur des 2 mutations. Et donc il va avoir le même problème que la petite sœur qui est née l'année d'avant et qui est morte à 8 jours. Et donc il fait une interruption thérapeutique de grossesse. Ce couple est dans un état psychologique invraisemblable. Et quand je les ai vus, ils étaient dans un état de stress incroyable. Ce couple souhaiterait avoir un diagnostic préimplantatoire. Et ils sont vraiment à la très bonne indication, je dirais presque indiscutable, de ce type de diagnostic. Ce couple essaye de prendre rendez-vous à Béclair, puisque Béclair est le seul centre de la région parisienne. Il y a 3 centres, il y en a 3 encore ou 4 maintenant, 3. Il n'y a toujours que 3 centres en France habilités à faire cette technique. Le couple essaye d'avoir un rendez-vous. Pas de rendez-vous avant le premier trimestre 2011. Pour le premier rendez-vous, pour prendre contact avec l'équipe. À partir de là, c'est la panique. Et ce couple, comme ils me l'ont dit, sont prêts à faire n'importe quoi. Et donc, ils sont dans un état de stress incroyable. Ils veulent un enfant, dans n'importe quelle condition, n'importe comment. Hein, ils veulent réparer
la souffrance qu'ils ont connue à travers ce qu'ils ont vécu. Et donc, la femme téléphone pour avoir un rendez-vous pour un don de vulve, puis elle téléphone au sécos, et puis je les vois, donc, et ils viennent pour un don de sperme, alors que ce n'est pas une indication de don de sperme. Mais ils sont tellement paniqués que l'homme, très vite au cours de l'entretien, au bout de 5 minutes, me dit « Est-ce que je peux être donneur de sperme ?» Je dis « Mais... » Il me dit « Est-ce que je peux être donneur de sperme parce que j'ai cette mutation qui est... » Alors, je trouve que bon, tout ça est complètement faux. J'ai dit, mais monsieur, de toute façon, vous ne pouvez pas être donneur de sperme parce que pour être donneur de sperme, il faut être père. Il faut avoir procréé et il faut être père. Il me dit, mais je suis père parce que j'ai un enfant qui avait que 8 jours. Bon, vous voyez le genre de situation dans lequel on se trouve. Et donc, si je parle de ça, c'est parce que je trouve scandaleux. Ce n'est pas un reproche avec l'air, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont submergés de demandes. Je trouve scandaleux qu'on ne puisse pas offrir les soins nécessaires aux personnes qui en ont besoin. Et que donc, si vraiment on accepte le principe des diagnostics préimplantaires, ou on est contre les diagnostics préimplantatoires, à ce moment-là, on ne le fait pas. Ou on pense que le diagnostic préimplantatoire peut aider des couples en difficulté à procréer dans de meilleures conditions. Et à ce moment-là, il faut créer les conditions pour de mise en œuvre de ces techniques. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème d'accès au diagnostic préimplantatoire. Donc, il n'y a pas assez de centres, où il faudra augmenter les moyens des centres existants pour augmenter l'activité. Ça, après, c'est un problème d'organisation. Mais on en est réduit à pousser des gens à faire des techniques comme le don de sperme dans des conditions, je dirais, et c'est là, vous voyez, où le problème du refus se pose. J'imagine que ce couple que j'ai vu la semaine dernière, s'ils avaient un enfant par don de sperme, ce serait dans les pires conditions. Ils ne sont pas du tout prêts. Ils n'ont pas réfléchi aux enjeux, aux conséquences d'une procréation, pardon. Tout ce que ça peut signifier pour l'avenir, pour l'enfant, pour eux, etc. Et donc, on a essayé de discuter, mais ce n'était pas évident. Et cet enfant m'a dit, ce couple m'a dit, bon, bah, de toute façon, on va faire ce que certains médecins nous conseillent, on va recommencer une procréation naturelle. Et puis, on verra bien. Bon, donc, vous voyez que quand on discute ces questions, il y a des questions éthiques. Mais il n'y a pas que d'éthique, pour moi. Il y a aussi de la politique. Alors, on pourrait aussi, quand on pose cette question, se demander, quand on dit doit-on refuser, c'est mais qui refuse? Comment on refuse? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Qui a le pouvoir de refuser l'accès à des soins? Alors c'est vrai que dans la plupart des cas, la question se pose au niveau médical. Et dans les équipes, face aux demandes qui nous sont faites, ces demandes nous interpellent, nous interrogent tellement qu'on ne les assume pas et qu'on se dit, bon, peut-être qu'il faut les refuser. Et là se pose la question de savoir comment il faut procéder. Mais il y a aussi d'autres points là-dessus, ou disons, je dirais d'autres manières de voir les choses. Il y a des gens qui trouvent que finalement, que le médecin, l'idée même que le médecin puisse refuser, c'est un excès de pouvoir de la part des médecins. Et que de toute façon, ce n'est pas lui à décider ce genre de choses. Et on le sent bien à travers certaines réflexions, certains rapports, certaines propositions. J'ai lu il y a 2 jours un rapport qui est sorti la semaine dernière, présenté comme une vision progressiste de l'éthique et de ces affaires, et qui était très intéressant, je vous conseille de lire, c'est le rapport de Terra Nova. Et il est intéressant parce qu'on fait des propositions concrètes. Il a été rédigé par des personnes qui sont contre l'anonymat du don de sperme et qui font des propositions pour organiser une procréation par don de sperme, de gamètes en général, mais en fait, ils partent surtout du sperme, pour l'organiser. Et ce qu'ils proposent, c'est d'une certaine manière de démédicaliser l'AMP par don de sperme. Puis ce qu'ils proposent, c'est que finalement, les personnes qui participent à un don de gamètes, qu'il s'agisse des personnes qui sont demandeurs, les receveurs, ou qu'il s'agisse des donneurs, ne puissent rentrer dans le processus que sur décision judiciaire et autorisation judiciaire. Ça veut dire que si on suit les propositions de ce rapport,
il faudra que aussi bien les donneurs que les receveurs s'adressent à un juge qui va faire un jugement autorisant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation. Jugement d'ailleurs qui sera, vous en discuterez peut-être cet après-midi, jugement qui sera inscrit sur le certificat de naissance de l'enfant. Je ne sais pas ce que ça peut avoir comme conséquence. Mais ce que j'en retiens personnellement, c'est que, en fait, c'est transférer du médecin au juge le fait que ça va se faire ou ça ne va pas se faire. Le rapport ne dit pas si c'est le juge qui va choisir le donneur pour le couple. Ça, je ne sais pas comment on fera, mais bon, la question se pose. Voilà, alors vous voyez, en fait, quand on essaye de répondre à cette question maintenant, telle qu'elle est posée, la réponse peut être extrêmement variable en fonction du point de vue dans lequel on se place. On peut avoir une réponse idéologique, telle que l'expriment des courants philosophiques, des religions. Pour l'Église catholique, par exemple, bon, toutes ces techniques sont impossibles. Refusées. Il faudrait refuser toutes ces techniques. L'idée étant qui est avancée, c'est qu'il ne peut pas y avoir justement de dissociation entre l'acte sexuel et l'acte procréateur, et que ces techniques créant cette dissociation, c'est niette. Donc si on suivait les préceptes de l'Église catholique, c'est refus de tout le monde. D'autres religions sont plus nuancées. Par exemple, l'islam refuse toute intervention d'un tiers dans la procréation, mais accepte les procréations intraconjugales. Donc, etc., etc. Donc, on peut avoir des positions idéologiques, d'acceptation, de refus. Je ne sais pas si elles ont une influence, parce que moi, j'ai vu, et quand je pense de nos collègues, des personnes de toute religion, de tout courant de pensée, s'adresser dans nos centres quand ils sont stériles, parce qu'entre un dogme tel qu'il est édicté et la réalité de ce que disent les personnes, il y a des marges extrêmement importantes. Ensuite, donc, on peut refuser sur les bases éthiques, d'une réflexion éthique. Sauf que l'éthique, à mon avis, si elle doit se poser des questions, elle ne doit pas forcément prendre des décisions. Elle peut influencer les choix, elle peut conduire à des choix, mais l'éthique en elle-même, son rôle, c'est surtout de débattre, d'argumenter, de discuter, de questionner. Ce n'est pas forcément de décider, à mon avis. Et donc, il faut que, comme le disait René tout à l'heure, une traduction de l'éthique au droit. Et donc, il faut passer à un niveau ou juridique, ou réglementaire, ou législatif, qui va conduire des sociétés, des pays à faire des choix qui sont des choix éthiques pour tel ou tel type d'activité. Et donc, ces choix sont faits. En France, aujourd'hui, on a décidé depuis 1994 que seules les personnes ayant un problème médical, soit de stérilité, soit de risque de transmission de pathologie, pouvaient accéder à ces techniques, mais que les autres, non médicales, femmes seules, femmes homosexuelles, etc., ne pouvaient pas avoir recours à ces techniques. Donc il y a des choix qui sont faits et qui sont transcrits sur le plan politique. Il y a aussi, et pour revenir à la dimension politique ou administrative des choses, dans la mise en œuvre des choix qui sont faits, des formes de refus qui sont faits. En France, par exemple, je disais, les techniques sont prises en charge par les caisses d'assurance maladie. Mais pas sous n'importe quelle condition. Et par exemple, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge pour une AMP, il faut avoir moins de 43 ans, c'est-à-dire avant le 43e anniversaire. La décision a été prise et elle est tout à fait justifiée par le fait que les chances de succès, c'est-à-dire les chances de réussite des traitements, sont extrêmement diminuées à partir de cet âge-là, comme vous l'a montré René Friedman tout à l'heure. Oui, sauf que ceci est valable quand on est dans une démarche de procréation intraconjugale. Si une femme a une insuffisance ovarienne précoce,
telle qu'elle peut bénéficier d'un don d'ovule. Et si la donneuse d'ovule a 25 ans, cette femme de 43, 45, 48 ans aura autant de chances d'avoir un enfant que la femme de 25 ans. Et donc, cette baisse de la fertilité peut être compensée par le recours à une MP avec don d'ovule. C'est d'ailleurs ce qui se passe aux États-Unis, où une très grande, du fait de ce retard du désir d'enfant qu'on constate dans tous les pays, beaucoup de femmes ont recours à l'AMP par don d'ovocytes à des âges plus avancés pour pouvoir procréer. La question se pose de savoir si ce devrait être possible ou pas en France, mais du point de vue administratif, la règle c'est niet, parce que les caisses d'assurance maladie transférant à la situation du don d'ovule la situation de l'AMP intraconjugale refusent de rembourser les procréations par don d'ovule d'une femme de plus de 43 ans, sous le prétexte qu'elle aurait peu de chance d'être enceinte si c'était une procréation intraconjugale, alors qu'elle aurait très bonne chance d'être enceinte par don d'ovule. Donc vous voyez la situation est un petit peu compliquée. Alors, tout ça dans un contexte où de toute façon on ne fait rien pour le don d'ovule existe en France, et c'est vrai que les centres concernés, ils appliquent cette technique parce qu'ils disent déjà on n'arrive pas à répondre à la demande des femmes de 30, 35, 40 ans qui ont vraiment besoin d'un don d'ovule. Si on devait prendre en plus les femmes plus âgées et qui représentent la majorité aux États-Unis, à l'heure actuelle, entre 11 et 12% des tentatives de fécondation in vitro sont faites par don d'ovocytes. Et la très grande majorité, ce sont des femmes entre 40 et 50 ans. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des centres qui assurent l'activité. Et comme les centres n'existent pas en France, le problème est réglé comme ça. On peut refuser pour des raisons personnelles. On peut refuser pour des raisons professionnelles. Donc, bon, je crois qu'il faut que je m'arrête dans pas trop longtemps. Je voulais vous donner quelques exemples que j'ai rencontrés dans... il est logique, quand quelqu'un va recevoir un traitement potentiellement stérilisant parce qu'il est atteint d'un cancer, d'essayer de conserver ses gamètes, son tissu germinal, pour préserver la fertilité, pour que plus tard, cette personne puisse procréer. Tout le monde est assez d'accord là-dessus. Et donc, depuis les années 70, on congèle du sperme pour des hommes atteints de cancer du testicule et de cancer hématologique, principalement des lymphomes, Hodgkinien ou non, parce que ce sont les cancers qui touchent le plus les hommes jeunes. Mais depuis quelques années, on a vu des nouvelles indications apparaître. Et au sécos de Cochin, on a eu des demandes d'hommes qui demandaient à conserver du sperme. Quelquefois, c'était les médecins qui nous envoyaient ces hommes pour congeler du sperme d'hommes qui allaient être opérés d'un cancer de la prostate. Et cette opération du cancer de la prostate allait les stériliser. Et donc, il fallait conserver le sperme. Le seul problème, c'est que ces hommes, ils avaient quelquefois 70, 75 ans. Est-ce qu'il faut accepter ou refuser de congeler le sperme d'un homme de 75 ans qui va être stérilisé parce qu'il a un cancer de la prostate? C'est un problème très difficile, parce qu'à la limite, on peut dire, mais écoutez, ce n'est pas votre affaire, vous congelez le sperme, et puis on verra après, parce que la question éthique, elle n'est pas dans la congélation, la question, elle va être dans l'utilisation de ce sperme ultérieurement. Donc congeler, puis vous verrez bien. Oui, mais quel sens de congeler du sperme si on ne va pas l'utiliser après? D'ailleurs, quand la situation se produit, et que des hommes plus âgés qui ont du sperme conservé demandent l'utilisation de leur sperme, ils disent, bah, puisque vous l'avez congelé, c'était bien pour qu'il serve. Donc vous ne pouvez pas me refuser d'accéder à une fécondation in vitro ou à une insémination artificielle. Et donc, vous voyez le type de problème dans lequel on se trouve entraîné. Deuxième exemple, et je m'arrête là, c'est, je pense que dans ces affaires, il faut aussi avoir un petit peu de cohérence. Et c'est aussi tout ça, le travail du médecin. Je ne suis pas sûr que les juges pourront le faire de la même manière. Ils le feront, mais peut-être aussi bien, mieux que nous, je ne sais pas.
mais il y a un problème de cohérence. Je vais vous donner un exemple. J'étais amené à m'occuper de l'aide à la procréation de couples où l'un des deux partenaires était transsexuel. En général, l'homme, qui avait été une femme, opérée, qui est devenu un homme, qui a un état civil d'homme parce qu'il y a eu un jugement, qui vit en couple avec une femme et qui souhaite un enfant par insémination artificielle avec sperme de donneur. Bon. On pourrait en parler, mais je vais pas parler de ça. Je vais parler d'une autre situation, qui est la situation du transsexuel homme vers femme, et qui, avant son changement hormonal ou chirurgical, vient aux échos pour congeler du sperme pour plus tard. Et c'est comme ça que je me suis trouvé un jour face à une femme, enfin un homme, mais habillé en femme, avec une robe, un sac à main, et qui me dit « Je viens pour congeler du sperme ». Et quand j'ai écouté son histoire, parce que je crois qu'il faut toujours écouter les histoires des personnes, et c'est la base du travail. Cet homme me dit, écoutez, voilà, je suis enseignant, c'était très intelligent, très intéressant. Je suis marié depuis 7 ans. J'ai 2 enfants de 2 et 4 ans. Mais en fait, je ne m'assume pas dans mon corps d'homme, je ne me supporte pas en tant que d'homme. Je suis un transsexuel, je suis une femme, je veux devenir une femme. Et je lui dis, mais bon, parfait, c'est possible, vous allez prendre des hormones, vous allez vous faire opérer, mais pourquoi vous voulez congeler du sperme? Il me dit, écoutez, c'est très simple, je vis avec ma femme, j'aime ma femme même. D'ailleurs, nous envisageons de rester ensemble après ma transformation. Et je voudrais garder du sperme parce que si jamais elle avait envie d'un 3e enfant, comme ça, elle pourrait avoir cet enfant 2 mois. Et je dis, mais oui, d'accord, monsieur, mais vous qui? Vous homme ou vous femme? Si plus tard vous utilisez du sperme, quel type de relation vous allez établir avec l'enfant qui va naître de la procréation qui va être faite? Vous serez qui? Vous serez la mère? Vous serez une mère ou un père? Comment l'enfant va vous appeler? Papa ou maman? Et donc on a essayé de discuter, d'essayer d'appréhender tous les enjeux, toutes les conséquences de son acte. Et c'est là où je dis qu'il y a des problèmes de cohérence. Moi, je n'ai rien contre le fait qu'un homme devienne une femme, si c'est nécessaire et si c'est bien pour lui. Est-ce que le fait de devenir une femme l'autorise à pouvoir plus tard faire des enfants avec ses spermatozoïdes? Pour moi, là, il y a un problème de cohérence. Je dirais que où on est femme, où on est homme, on peut changer, mais est-ce qu'on peut être les deux à la fois, y compris biologiquement, y compris dans la fécondation? Ça, c'est un vrai problème. Je ne l'ai pas convaincu, mais j'ai refusé de faire la conservation du sperme parce que j'ai trouvé qu'on était dans une incohérence totale. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que vous voyez, on est confronté à des situations, indépendamment de tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur ces refus éthiques, politiques, idéologiques, etc. Les médecins, les professionnels sont confrontés à des situations où effectivement la question du refus se pose. Ce que je pense, c'est que les médecins, quand ils sont confrontés à ça, sont un peu désarmés, un peu déstabilisés par ces situations, et que donc il faut mettre en place des systèmes de réflexion, des systèmes d'aide à la décision qui permettent de conforter les choix qui doivent être faits, et que ça passe par des discussions de staff dans les services, déjà avec les différents membres du service qui sont d'origines différentes, de types d'activités différents dans le service, pas que les médecins, tous les gens qui travaillent, et puis aussi des staffs pluridisciplinaires, des lieux de réflexion pluridisciplinaire où on puisse discuter de ces cas-là, on puisse réfléchir à tous les enjeux, à toutes les conséquences que cela pose, pour pouvoir faire le choix que l'on a à faire, qui sera bon, qui sera mauvais, je ne sais pas. Mais effectivement, vous voyez, je ne vous ai pas dit qui doit en refuser, mais je pense qu'il y a des situations où on doit pouvoir refuser, on doit être amené à refuser, ou alors, il faut concevoir un système, et c'est tout à fait possible, et je pense que ça marchera bien,
où ce seront des ordinateurs et des robots qui feront les choses, et peut-être que ça sera beaucoup mieux comme ça. Voilà.